Allez les amis, bonsoir, comment allez-vous? Allez, on va vous laisser vous connecter, hein. 5-10 personnes et puis nous sommes partis, comme d'habitude. D'accord? Ok. Comment allez-vous, chers amis? Est-ce que tout va bien? Bonsoir Angèle, bienvenue. Merci de nous retrouver pour ce direct improvisé commandé par l'agenda que nous connaissons tous. Euh, Bonsoir Marlène, merci de nous retrouver. Oui, ma chère Marlène, je vais très très bien, merci. J'espère que toi aussi tu vas bien. Est-ce que le son est bon, s'il vous plaît, si le son est bon et l'image, parce que je crois que la dernière fois, Angèle, vous avez posé un problème de son. Une vidéo qui n'était pas très audible sur la fin, hein, sur le discours notamment d'Armel Pléroma. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on vérifie que tout va bien avant de commencer à nous entretenir. Donc merci de me rassurer. Angèle, Marlène, vous qui êtes là, si le son est bon, si on s'entend très bien. Bonjour Jeanne Luna, qui nous rejoint aussi. Vous allez bien, Jeanne? Merci de nous honorer de votre présence toutes les fois que vous le pouvez. Voilà, donc Angèle dit 5 sur 5, images et son. Ben, c'est bien. Donc on dit 1 minute chrono, dans 1 minute chrono, on y va. Bonsoir Fortune, merci de nous retrouver. Nicole, Flore Polydor, merci d'être là. On va devoir y aller. Vous voyez, j'ai dû mettre un petit bémol à mes vacances pour pouvoir faire cette communication parce que après ce sera trop tard. Ruben Umiobe est mort le 13 septembre 1958. Mais pour tous les jeunes qui nous regardent, beaucoup n'ont jamais entendu parler de ce nom, ou s'il y en a qui ont entendu parler de ce nom, ils ont entendu parler comme ça, sans savoir exactement qui est ce personnage, quel est le rôle qu'il a joué dans l'histoire de notre pays, et sans savoir l'importance, la grosse importance qu'il a, qui fait qu'on devrait avoir plein de rues au Cameroun, beaucoup d'avenues appelées Ruben Umiobe, parce que c'est quelqu'un de respecté, jusqu'au-delà de nos frontières. Donc, 30 secondes et puis on y va. Bonsoir Nicole Gohenje, et merci Nicole d'être là avec nous. 30 secondes et on y va. Voilà, j'ai dû faire cette communication improvisée. J'avais pas calculé que le temps de mes vacances coïncidera avec l'anniversaire de la mort de Ruben Umiobe, qui est un grand personnage de l'histoire du Cameroun qu'on a passé volontairement sous silence. Et je vais vous expliquer pourquoi. En décembre 1952, je crois que c'était le 17 décembre 1952, il y a un Camerounais qui arrive aux Nations Unies à New York, et ce Camerounais s'appelle Ruben Umiobe. Qu'est-ce qu'il va faire à New York? Il va à l'Assemblée nationale des Nations, à l'Assemblée extraordinaire des Nations Unies, pour plaider l'idée que le Cameroun est prêt, que les Camerounais sont prêts à se prendre en charge, que notre pays peut être indépendant. Alors, ce type, il n'est pas allé parler à son nom. Il était le patron exécutif du parti principal à l'époque qui luttait pour l'indépendance du Cameroun, l'UPC.
Et pour tous les petits tribalistes qui nous ramènent en retard, hein, en 2024, qui continuent à nous parler en termes de tribus, d'ethnie au Cameroun, je veux leur faire savoir que Ruben Unyobé était Bassa, du centre Cameroun, et son billet d'avion pour qu'il fasse tous ses voyages à l'étranger était payé par des chefs bamileke. Hein, c'est les chefs bamileke qui se mettaient ensemble, puisqu'il n'y avait pas d'argent, pour dire, bon allez, ce type-là, il est celui qui peut le mieux nous représenter, c'est mieux que ce soit lui qui parte, et donc les chefs bamileke se mettaient ensemble, ils faisaient une petite cotisation, ils tontinaient pour financer le voyage de Ruben Unyobé, séjour, hôtel, tout. Ça c'est très important. Il y a, en 1952, donc il y a très exactement 72 ans, aujourd'hui en arrière, voilà où en étaient nos dévanciers. Donc il y a 72 ans, ils n'étaient plus au niveau de la tribu, de la haine tribale et tout, du tribalisme, ils étaient déjà à notre niveau. Et donc, pendant qu'il est aux Nations Unies, il fait son plaidoyer brillant, il y a quand même d'autres Camerounais qui, eux, vont faire un plaidoyer contraire pour dire que non, on n'est pas prêt. Ces Camerounais-là, eux, sont financés par la puissance tutélaire de l'époque, donc la France, qui n'avait pas l'envie de partir. C'est-à-dire qu'ils sont retrouvés avec cette histoire d'indépendance un peu contre eux, quoi. C'est-à-dire, ils sortent de la guerre de 1945, les Américains ont pignon sur rue en Europe, puisque c'est eux qui ont, à la tête des Alliés, aidé à vaincre l'Allemagne. Et donc, il y a le plan Marshall, des accords qui font que l'Amérique a une voix qui compte. Donc, les Américains disent, on ne veut plus de ces histoires de colonisation, donc il faut vous désengager de tous les pays dans lesquels vous êtes représentés. Et donc, contre leur volonté, ils décident de partir. Mais ils se sont dit, allez, comment on va partir tout en restant? Donc partir tout en restant, c'était combattre tous les gens, comme Ruben Unyobé, qui étaient des vrais patriotes, qui voulaient vraiment que le Cameroun soit indépendant et que les Camerounais prennent la charge du développement du Cameroun. Il a fallu les assassiner tous pour faire la place à qui? Pour faire la place à d'autres Camerounais qui étaient dans le jeu avec les anciens colons. Et c'est ces Camerounais qui étaient dans le jeu avec les anciens colons qui ont hérité du Cameroun et qui le dirigent depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. Donc, mais je vous le dis, c'est pas pour alimenter des haines, c'est pas pour alimenter des conflits, c'est pas le but du jeu. C'est notre histoire, c'est le passé, il mérite d'être regardé, ausculté, mais avec beaucoup de sérénité, hein, avec beaucoup d'apaisement. Il faut qu'on aille vers l'avant de toutes les façons. Hein. On n'a plus de temps à perdre aujourd'hui dans tout ce qui est combat passéiste. Donc, Unyobé, il fait ça, et il y a Tutus Bagno qui nous rejoint. Bonjour Tutus, je vais très bien, j'espère que vous aussi vous allez très bien. Donc Unyobé va, il fait son plaidoyer, il revient au Cameroun. Il y a d'ailleurs une célèbre photo de lui qui le montre à Douala, allant rendre compte aux populations de Douala de ce qui s'est passé, de ce qu'il a dit là-bas aux Nations Unies. À l'époque, il n'y avait pas encore la télévision. Et donc voilà, on suivait ça un tout petit peu de loin, ces choses-là. Donc Ruben est le leader avec d'autres Camerounais de l'UPC. Il y a des gens comme Ernest Ouandjé, qui a été fusillé à Bafoussa. Donc toujours pour son crime, c'était de revendiquer que le Cameroun soit un pays indépendant. Il y a des gens comme Osende Afana, lui aussi assassiné pas loin de la frontière du Congo-Brazzaville, hein, dans la forêt de l'Est Cameroun. Pareil, je crois que c'est le premier docteur en mathématiques d'Afrique noire. Donc vous voyez toutes ces têtes-là. Donc lui, il a été aussi assassiné. Pourquoi? Parce qu'il se battait pour que le Cameroun soit indépendant. Et ils sont un certain nombre de gens comme ça. Félix Moumié, assassiné en Suisse, empoisonné au polonium. C'est un agent secret français qui a été qui a mis en mission pour l'empoisonner, et donc il est mort, son corps n'est même pas revenu au Cameroun, son corps a été enterré à Conakry, en Guinée. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, là-bas, il y avait un président en Guinée-Conakry qui s'appelait Sékou Touré, et comme le Cameroun ne revendiquait pas le corps, et ben il a dit, bon, c'est pas grave, moi je vais le prendre, et il a envoyé toutes les commodités en avion pour récupérer ce corps-là, qui est enterré aujourd'hui en Guinée-Conakry. Donc vous qui voyagez, si vous êtes de passage du côté de la Guinée-Conakry, eh ben,
chercher à voir la tombe de Félix Moumié, qui a d'ailleurs été profané à plusieurs reprises. Donc, alors, ces gens-là, quand je vous en parle, c'est parce qu'ils ont joué un rôle. Mais vous voyez, et ça doit vous surprendre pour ceux qui n'en avaient jamais entendu parler, qu'ils soient complètement mis dans l'obscurité, quoi. Qu'il n'y ait rien qui se dise à leur sujet, qui ne soit pas évoqué dans les livres d'histoire, qu'il n'y ait pas de rue, pas d'avenue, pas d'aéroport qui portent leur nom. Pourtant, en réalité, c'est eux les vrais pères de l'indépendance du Cameroun. Donc, si on était dans un pays où les choses se faisaient de manière normale, c'est des gens qui devraient être célébrés au quotidien. Parce qu'en termes de mémoire, j'entends beaucoup parler de légendes ces derniers temps-ci dans l'opinion camerounaise, mais c'est eux les vraies légendes. C'est les gens qui ont mené le combat, ils ont payé le prix de leur vie, alors qu'ils avaient à peine la quarantaine. Beaucoup d'entre eux n'avaient même pas 40 ans. Quand ils ont mené ce combat, ils étaient seuls contre les colons, et puis ils luttaient avec des armes rudimentaires, et ils ont été assassinés. On a massacré des gens dans l'ouest du Cameroun en utilisant des armes non conventionnelles comme le napalm. C'est une espèce de truc, quand on verse ça, ça brûle tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, rien ne résiste à ça, tout est brûlé. Donc ils ont utilisé ça à l'ouest du Cameroun, notamment quand ils ont vu que les résistants camerounais étaient déterminés et on ne parvenait pas à venir à bout d'eux. Voilà. Donc Ruben, l'anniversaire de sa mort, c'était le 13 septembre, il y a 2 jours. Je pensais que c'était important qu'on exhume un peu le souvenir de ce personnage, haut en couleur, un grand leader, d'ailleurs qui a été, lui, l'objet d'un plébiscite. C'est pas un bonhomme qui s'est présenté en disant « Non, moi je veux vous commander, je vais être le chef ». Non, il y a eu un plébiscite sur son personnage. Comme quoi, dans la vie... attendez, il y a un peu de bruit, je vais fermer. D'accord ? Voilà, je crois que là on va s'entendre un peu mieux. Donc comme quoi dans la vie, pour être leader, il faut pas forcément... Un vrai leader, c'est pas celui qui met un projet au service de son ego, c'est celui qui met son ego au service d'un projet. C'est-à-dire être capable de se fondre dans la masse, de se mettre en position de service. Et puis après, les gens remarquent à travers vos qualités que vous pouvez faire des choses utiles pour la collectivité. Donc on a eu des gens de ce niveau. Je vous le dis vraiment parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont déprimés quand ils regardent le Cameroun d'aujourd'hui. Ils sont déprimés mais c'est parce qu'ils ne savent pas qu'il y a eu des Camerounais d'un autre niveau. Il y a beaucoup d'années en arrière, plusieurs décennies à rebours, des Camerounais d'un autre niveau dont on a le droit d'être fier aujourd'hui. Donc on ne peut pas réduire le Cameroun à ce que nous voyons là aujourd'hui, quoi, à toutes ces petites frappes qui brillent dans l'exercice public en assassinant, en mutilant, en enlevant leurs concitoyens. Non, on peut pas. C'est pas ça qui résume le Cameroun. Et souvenez-vous toujours d'une chose, c'est que l'histoire des nations est plus longue que la vie des hommes. Donc nous, on est juste de passage, en petite virgule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand on ressent de la colère pour ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, il ne faut pas qu'on soit dans la posture de tourner le dos à notre pays, parce qu'on n'est pas fâché contre le Cameroun, on est fâché contre certains Camerounais qui brillent. Et je les comprends, je vous ai expliqué comment ça s'est passé. Ils ont dû jouer le jeu des colons, et les colons, en contrepartie, pour les remercier d'avoir joué ce jeu, eh bien, ils les ont nommés au poste qu'ils occupent aujourd'hui et ils veillent à ce qu'ils soient là. C'est-à-dire quand vous voyez, par exemple, le président Biya aller à Paris, comme récemment, passer 2 semaines en consultant, activant les réseaux. Je reviendrai peut-être plus tard sur tout ce qui a été fait, parce que vous savez, nous, on est les tours de contrôle, on sait tout ce qui se passe. Peut-être qu'on n'est pas si fort que ça au Cameroun, mais quand même, dans notre précaré européen, nous savons tout ce qui se passe. Donc, vous avez vu mobiliser... recevoir, faire des déjeuners officieux, oui, parce que c'est pas seulement ce que vous avez vu à la télé qui a été fait. Il y a beaucoup d'autres choses qui ont été faites de manière souterraine. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette stratégie de garder le contrôle sur le pouvoir, dans l'intérêt, pas des Camerounais, mais dans l'intérêt des accords qui sont des vieux accords.
D'ailleurs, je vais vous en parler. Cette semaine, j'ai donné une interview à un magazine américain que vous verrez bientôt, qui va paraître bientôt, dans laquelle je leur disais très clairement qu'il y a une erreur fondamentale. La vieille élite passéiste européenne a l'habitude de rependre dans l'imaginaire populaire que si l'Afrique se développe, ce sera le déclin pour l'Europe. Et c'est à cause de ça qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour maintenir des dictatures en Afrique, pour maintenir un système en Afrique qui fera que rien ne puisse émerger là-bas. Pourquoi? Parce que leur crainte, c'est que ces gens-là, c'est eux qui ont toutes les matières premières. Si demain, ils commencent à embrasser les sentiers du développement, l'Europe est morte. Moi, je m'inscris en faux. Je trouve que c'est une vision des choses qui est une vision pas assez intelligente, pas assez réfléchie. Et je vais vous démontrer pourquoi. En réalité, aujourd'hui, l'Europe appartient au patrimoine mondial de l'humanité. Ça veut dire que ni vous, ni moi qui vous parle, n'avons intérêt à ce que l'Europe s'écroule. Et je vais vous dire pourquoi. Quand je dis qu'elle appartient au patrimoine mondial de l'humanité, ça s'explique. Quand vous allez dans une ville comme Cannes, en France, vous avez un quartier à Cannes qui s'appelle Californie. Quand vous arrivez à Californie, la première chose qui vous frappe, vous voyez des églises orthodoxes un peu partout. Et vous voyez la quasi-totalité des villas que vous voyez sont des villas. On parle d'ailleurs dans les boutiques du quartier, on parle de Russes. C'est des Russes qui vivent là-bas. Vous allez à Neuilly, à Paris, vous allez trouver des familles africaines qui y sont établies depuis des décennies et des décennies, donc elles sont chez elles. Vous allez à Argenteuil et plein d'autres quartiers que je peux vous citer en France, plein d'autres villes en France, vous allez trouver des communautés venues d'ailleurs, mais qui sont déjà chez eux là-bas. Alors, est-ce que vous pensez que ces gens-là ont intérêt à ce que la France s'affaiblisse? Même l'Afrique, puisque aujourd'hui, il est clair que la sécurité sociale africaine a été sous-traitée aux diasporas. C'est elles, avec le petit salaire qu'elles touchent, leurs activités, qui financent les soins de santé, à manger, l'école et tout en Afrique. Mais elle tient cet argent d'où? Elle tire cet argent de l'activité qu'elle mène en Europe. Et donc, aujourd'hui, elle ne peut pas prier pour que l'Europe s'effondre. Parce que si l'Europe s'effondre, elle n'a plus une source de revenus et qui permet d'alimenter la sécurité sociale en Afrique. Alors, le calcul est aussi simple que ça. Hein. C'est-à-dire, il ne faut pas sortir de Harvard pour arriver à ce raisonnement. Or, le problème qui se pose, donc vous allez me poser la question de savoir, mais vous le dites si justement, et ce que je vous dis là, c'est pas qu'en France. Quand vous allez en Allemagne, vous avez toute une communauté turque en Allemagne qui contrôle un pan de l'économie. Ces gens-là sont déjà allemands, ils sont des enfants qui sont nés là-bas, qui parlent allemand, qui ont la culture allemande. Vous pensez que le rêve de ces gens, c'est que l'Allemagne s'écroule? Mais pas du tout. Allez en Angleterre, les Indo-Pakistanais qui contrôlent un pan de l'économie, ils ont des enfants qui sont nés là-bas, certains ne sont jamais allés en Inde. Vous pensez que le rêve de ces gens, c'est que l'Angleterre s'écoule? Non. Donc, en réalité, c'est une fausse idée répandue de manière commune que si l'Afrique se développe, ça va être le déclin de l'Europe. Non, parce que même l'Afrique n'a pas intérêt à ce que l'Europe, que ce soit le déclin en Europe. Pourquoi? Parce que l'Europe aujourd'hui, contrairement à ce que les Européens croient, ce n'est plus une propriété simplement européenne, c'est une propriété de l'humanité. Allez demander à tous les princes arabes qui viennent du Moyen-Orient, qui ont tout racheté. Aujourd'hui, vous avez le Prince de Galles à Paris, tous ces hôtels, toutes les activités. Vous avez tout un club, comme le Paris Saint-Germain, club de la capitale française, qui est financé par quoi? Qui est la propriété d'un pays quasiment étranger, les Qataris. Vous pensez que ces gens-là, leur rêve, c'est de voir la France écrouler? Ben non. Donc, l'idée sur laquelle se repose l'élite européenne, qui est de dire que ces gens-là, il faut absolument qu'on maintienne l'Afrique dans le statu quo, parce que s'ils se développent, on va décliner. C'est une mauvaise idée, et je pense que, je vais vous expliquer d'ailleurs d'où elle vient, parce que nous, on comprend très bien ces choses-là. La France, pour prendre le cas de la France aujourd'hui, son élite est victime de ce que Bourdieu appelait la reproduction sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qui est aux commandes de la France aujourd'hui? Ben, c'est les fils d'eux, parce que c'est un pays où on ne se renouvelle pas beaucoup. L'élite française est mixophobe, c'est-à-dire que ça tourne toujours entre les mêmes. On vous dit que
autant de Focard, quand il a fallu mater les gens au Cameroun, vous aviez affecté comme haut commissaire au Cameroun un type qu'on appelait Ramadier. Ce Ramadier, son petit-fils, je l'ai connu, directeur de cabinet de Sarkozy, chef de cabinet de Nicolas Sarkozy. Et donc vous allez voir que toute l'histoire de la France tourne toujours autour des mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son petit-fils, il a grandi en écoutant dans les déjeuners de famille, dans les dîners familiaux, en écoutant quoi? En écoutant un même discours, hein, donc le discours de « Allez, maintenez ces Africains-là, il ne faut pas qu'ils bougent, hein, il faut qu'ils restent là parce que nous, on va s'écrouler. » Donc ce petit-fils, il a grandi en écoutant ce discours, la pensée ne s'est pas renouvelée, et donc le résultat, c'est lequel? C'est que quand il arrive, lui, en activité, demain, et tout, ben, il reproduit des schémas qui ont été produits par les parents, déjà. Donc, un pays qui ne renouvelle pas sa pensée, c'est le cas de l'Europe aujourd'hui, hein, pour prendre peut-être le cas particulier de la France, un pays qui ne renouvelle pas sa pensée, eh ben, c'est un pays qui se meurt. Regardez les États-Unis, on va faire une petite comparaison. On vous dit que 60% de prix Nobel obtenus sont des prix Nobel qui sont des prix Nobel américains. C'est les Américains qui gagnent 60% des prix Nobel. Et parmi ces 60%, il y a une grande proportion de gens qui ne sont pas nés en Amérique. C'est-à-dire que l'Amérique a adopté. Pourquoi? Parce que ces gens, ils ont compris que l'enjeu est spirituel. C'est-à-dire que quand Dieu a créé le monde, il n'a pas concentré le bien dans un seul endroit. Il l'a dispatché. La preuve, regardez sur le plan culinaire. Où que vous alliez dans le monde, vous allez tomber toujours sur des pépites. Vous allez trouver un art culinaire en pleine effervescence. Et donc vous arrivez en Côte d'Ivoire, la sauce graine à checker. Vous allez au Gabon, le Nyemboué. Vous allez au Sénégal, le Tchèque-Boudjen. Vous allez au Cameroun, le Ndolé, le Mbongo, le Nkui, la sauce jaune. Vous trouvez tout ça. Donc voilà comment Dieu a organisé le monde. Il a organisé le monde pour que l'intelligence, les solutions soient portées par des gens issus de tout le monde entier. Donc si vous êtes un pays, comme les États-Unis l'ont bien compris, qui crée un rêve, c'est-à-dire qui intègre des gens venus d'ailleurs, on donne la possibilité à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Et tout. Ben, eux, ils ont donné la possibilité à tout le monde de s'exprimer, le résultat, il est là. Leur pays est toujours dynamique, il se réinvente. Il y a un turnover qu'il n'y a pas dans la vieille Europe. Et c'est parce qu'il n'y a pas ce turnover dans la vieille Europe qu'elle est confrontée au même problème, parce qu'elle ne se renouvelle pas. Et le résultat, c'est que sa pensée ne se renouvelle pas. Si la pensée européenne se renouvelait, il ne serait pas aujourd'hui au niveau de dire on va maintenir l'Afrique dans la situation où elle est, parce que nous, on a peur que s'ils se libèrent, ils vont nous bloquer les matières premières. Non. Si on avait une nouvelle élite européenne qui avait une nouvelle pensée, une façon de voir le monde, au contraire, ils se diraient, ben non, ces gens-là, ils sont 30 millions d'habitants aujourd'hui, alors qu'à l'époque où nos ancêtres mettaient ce deal en place, ils étaient à peine 2 millions ou 3 millions. Avec 30 millions, ça ne peut pas continuer à tenir. Donc comment c'est nous-mêmes qui devons inventer un nouveau modèle gagnant-gagnant, hein, en jetant un pont de liane sur la Méditerranée pour que les savoir-faire que nous avons développés et que nous ne pouvons plus continuer à développer chez nous parce que tout est construit en Europe. Il y a des routes, il y a des chemins de fer. Par contre, l'endroit où il faut tout construire, ben, c'est l'Afrique. Et qui détient les savoir-faire, la technologie pour le faire? Mais c'est l'Europe. Donc l'Afrique pourrait être un relais de croissance pour l'Europe. Vous comprenez un tout petit peu le raisonnement qui est le mien? Donc, je vous dis ça, vous avez l'impression que je suis allé un peu trop loin et que je suis sorti du contexte. Non, on est en plein dans l'histoire de Myobe, parce qu'il a été tué, lui et tous ses acolytes, par des gens qui pensaient qu'il ne fallait pas laisser à la tête des pays africains des gens qui étaient pour l'indépendance, pour le développement de l'Afrique. Et pour moi, ce fut une erreur de voir les choses comme ça. Ce que l'Europe a de plus beau à faire aujourd'hui, au contraire, c'est d'inspirer le développement de l'Afrique. En faisant quoi? En renouvelant son leadership. Ces gens savent très bien ce qui se passe en Afrique, hein, mieux que vous. Hein. La société africaine, ils la contrôlent de plusieurs façons. Vous entendez parler des loges, telle secte, GLNF et machin. C'est quoi leur travail en Afrique, à votre avis? Vous pensez qu'ils sont là-bas pour qu'on se développe? Non, ils sont là pour faire ce qu'on appelle la veille. Et le résultat de la veille permet de museler les initiatives qui doivent porter le bonheur. Donc c'est des sociétés de pensée qui agissent en Afrique à contre-emploi. C'est-à-dire qu'elles sont complètement la négation de ce qu'elles sont. Elles ont été créées en Europe pour le développement, pour apporter le progrès.
Et là-bas, elle travaille pour le contraire. Donc ça n'a pas de sens en fait. Donc pour vous dire quoi? Pour vous dire que aujourd'hui, dans le problème que vous nous voyez rencontrer, vous m'entendez souvent vous dire que je ne compte pas sur les Camerounais, je ne crois pas aux Camerounais. C'est parce que nous savons la profondeur du mal de notre pays. C'est pas là-bas. Les gens là-bas sont des marionnettes. Vous prenez quelqu'un, vous l'affamez, et quand vous l'affamez, il n'a plus de conscience, il n'a plus de liberté, c'est plus un esprit libre. Vous ne pouvez pas attendre de lui qu'il puisse mener des batailles. Vous prenez quelqu'un, vous lui dites, bon, allez, t'as faim? Oui. Tu veux travailler? Oui. Alors pour travailler, viens, tu baisses ta culotte, il faut que je... Hein? Vous comprenez? Donc, et quand on lui a fait ça, vous pensez qu'il a encore l'énergie? Il est dépossédé de son énergie qui lui permet de pouvoir se rébeller, qui lui permet de pouvoir mener des batailles. Donc notre pays aujourd'hui, c'est un pays qui est peuplé de beaucoup de gens qui sont dépossédés de l'énergie, qui leur permet de porter certaines batailles. Il faut que vous le compreniez. Et ce schéma-là n'est pas sorti comme ça spontanément. Ça a été pensé. Et ceux qui ont pensé ce schéma-là, et qui ont commencé par castrer les premiers qui sont arrivés pour que ça se reproduise à toutes les échelles de la société, c'est ici en Europe que ça a été pensé. Et donc si nous voulons aller vers des schémas de libération, c'est avec les Européens qu'il faut qu'on parle, qu'on discute. Et le diaspora a un grand rôle à jouer. Vous ne vous rendez même pas compte. Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui, nous sommes interdépendants. Vous savez combien de gens de la diaspora africaine vivent en Occident? Si ces gens sont intelligents et peuvent parler d'une seule voix et vont échanger toujours dans l'apaisement. Moi, je ne suis pas pour tout ce qui est solution. Quand il faut discuter avec ces gens, il faut venir dans l'apaisement. Il faut comprendre une chose, c'est que vous avez face à vous des gens qui ont construit un modèle qui dépend essentiellement de nos matières premières. Si on leur coupe les matières premières, c'est le déclin chez eux. Et donc, même si on était à leur place, on aurait toujours le réflexe de se battre pour empêcher que ça arrive. Donc vous avez des gens qui jouent leur survie, et quand vous avez face à vous quelqu'un qui joue sa survie, il y a une façon de l'approcher. Ne venons pas en jouant des gros bas, venons en personnes intelligentes qui comprennent le fond de la chose. Aujourd'hui, l'Afrique telle qu'elle est là, en l'état, aujourd'hui, même si on nous donne une indépendance, on dit allez, on vous laisse, nous ne sommes plus là, on ne pourra rien en faire. Ça, je peux vous le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle façon de penser, il y a de nouveaux paradigmes qu'il faut implémenter auparavant. Des paradigmes qui vont nous permettre de penser le progrès, d'avoir le progrès dans notre ADN. Si on nous met ça là, on sera les premiers à s'entretuer entre nous. Voyez, au niveau des familles, vous vous occupez parfois des gens et c'est eux qui montent des stratagèmes pour venir à bout de vous. Vous entendez les parents facilement dire, il croit que quoi? Il croit qu'il va faire mieux que moi, je l'ai fait. C'est pas le blanc qui demande de parler comme ça. C'est pourquoi? C'est qu'on a une mentalité qu'il nous faudra changer. Nous n'avons pas aujourd'hui une mentalité de gagneur. Nous sommes restés sur la défaite historique qui nous a été infligée et qui va se reproduire aux générations futures si nous ne jouons pas le rôle qu'il faut aujourd'hui. Ça nécessite pour ça qu'on sorte l'hystérisation du débat public parce qu'on n'arrive plus à se parler. Vous voyez, dès que je fais le moindre post où je veux dire qu'il y a un Camerounais quelque part qui m'a laissé une belle impression, mais je suis insulté, mais comme un poisson pourri. Ah oui, tu supportes ce type-là, il t'a payé combien et tout. Vous voyez jusqu'où on est. Et les gens m'encouragent à faire quoi? Ils m'encouragent plutôt à écrire des choses négatives qui en réalité ne sont porteuses d'aucune valeur ajoutée réelle. Il faut qu'on puisse faire la part des choses. La part des choses, c'est Madame Evina est un être humain. En elle, il y a une part d'ombre et une part de lumière. Et ce qui nous intéresse dans le cadre de la construction d'un projet commun, collectif, c'est la part de lumière qui est en Madame Evina. On laisse l'ombre dans l'ombre, on focalise sur la part lumineuse qui est chez Madame Evina. Donc une société où on ne pense pas comme ça. Une société où on ne peut pas échanger de manière apaisée, sans que ça ne vire aux insultes, aux suspicions. Hein? Ouais, parce qu'au Cameroun, on ne peut pas dire que quelqu'un est brillant et tout. On va dire, ah non, non, il vous a donné de l'argent. Bon, écoutez, j'en profite. Hein? C'est l'occasion qui fait le larron pour vous dire ici qu'il n'y a personne qui peut me corrompre au Cameroun. Je pense l'avoir déjà dit une fois. Si le premier Camerounais, qui est le président Biya,
avec qui j'ai eu, je ne sais pas s'il faut appeler ça la chance, bref, que la Providence m'a fait rencontrer pendant mes années de jeunesse, ne peut pas me corrompre. Alors je ne vois pas, ce ne sont pas ces fabrications qui peuvent arriver à me corrompre. Pour me corrompre, il faut changer mes idées. Changer mes idées en me donnant des idées, des arguments contraires. Mais ce n'est pas avec l'argent ou la gloire. Quelle gloire! Je suis jeune, mais à mon âge, j'ai fait déjà beaucoup de choses qui font que je peux partir aujourd'hui, je peux quitter la terre aujourd'hui. Franchement, ce sera sans regret. Bon, je sais que c'est pas trop dans notre culture, en Afrique, l'humilité, ne pas montrer ce qu'on fait ou tout, mais en tout cas, moi, je suis pas un type corruptible. C'est pas avec l'argent qu'on peut m'acheter, on peut m'acheter par des idées, par le dialogue, en me faisant asseoir. Vous me dire, bon, il y a telle chose, est-ce que tu ne penses pas que ta vision, la limite est à tel niveau? Ah, d'accord, oui, j'avais même pas vu les choses comme ça, oui. Et puis on avance. Mais c'est pas, on n'est pas tous sur des enjeux financiers. C'est-à-dire, on a un niveau de famine au Cameroun qui fait qu'on croit que tout le monde est sur des enjeux financiers. Moi, je suis heureux que j'ai 100 millions en poche ou 0 francs en poche. Ça n'impacte pas sur mon humeur. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a un conditionnement spirituel, il y a un conditionnement philosophique. Cet être que vous voyez, qui s'est nourri à tous les grands penseurs et tout, et qui est au niveau aujourd'hui de sa vie où je peux professer. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps d'apprendre. Alors, revenons à la question de Ruben. Le but, c'était pas de parler de moi, c'était de parler de Ruben Oumyobé. Donc, ce monsieur-là, il rentre en 52 et quand il arrive au Cameroun, les choses se sont passées comme ça s'est passé. Il a été question qu'il soit assassiné. Moi, j'ai des proches de ma famille, quand je dis, donc j'ai ma famille, j'ai mon sang qui a coulé. L'une des personnes avec qui il était quand il a été assassiné, d'ailleurs, c'est un proche de ma famille maternelle. Et des deux côtés, d'ailleurs, des deux côtés. Donc, on a payé le prix fort, mais tous les Camerounais se sont mobilisés, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que la lutte pour l'indépendance du Cameroun était une lutte entre nos frères Bamileke et nos frères Bassa. Non, il y a eu une mobilisation. Moi, il me souvient que Paul Sopopriso, hein, qui était pourtant proche des Français, Charles Assalé, et je ne sais pas comment il s'appelait l'autre personne, ils ont fait la gueule longtemps à André-Marie Mbida, quand André-Marie Mbida a dissous l'UPC, contraignant l'UPC à rentrer dans la clandestinité. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Ça, je la tiens d'un fils de Paul Sopopriso. Alors, donc, quand il est question que les nationalistes, on les tue tous pour installer au pouvoir un collabo, en l'occurrence, le collabo, c'était Aïdio, il y a une proposition qui a été faite à Paul Sopopriso, disant, bon voilà, Paul, nous pensons que tu peux... On a dépêché quelqu'un qui est venu de Paris, hein, je crois que c'était Ramadier, qui allait le voir. Bon voilà, Paris, l'Élysée a décidé que ce soit toi. Et donc, Sopopriso, il leur dit, bon, il faut que je réfléchisse, je vous reviens. Sauf que la réponse de Sopopriso est une réponse négative. Il refuse, il passe son tour, il dit non, bon, finalement, ça ne m'intéresse pas d'être président, le premier président du Cameroun. Et vous savez pourquoi il a fait ça? Il a fait ça, on peut le dire aujourd'hui, parce qu'il est décédé, donc voilà, il n'y a aucun risque de représailles quelconque. Il a fait ça parce qu'il avait un accord secret avec les gens de l'UPC. Donc vous voyez, c'est vers ça qu'il faut qu'on apprenne à aller. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes idées, d'être sur du même bord, d'être aligné, mais on a l'obligation en tant que frère de toujours pouvoir se retrouver quand les enjeux l'imposent. Donc, Sopopriso avait passé un accord secret avec l'UPC quand il était président de l'Assemblée territoriale. Donc, l'UPC a donné des voix pour soutenir l'élection de Sopopriso en Assemblée territoriale. En retour, il y avait un deal entre eux, secret, que les Français n'étaient pas, les colons n'étaient pas au courant. Ils ne savaient pas qu'il y avait un deal. Et donc, quand on lui propose de devenir le premier président du Cameroun, la condition qui lui a été posée à Paul Sopopriso, c'est qu'il devait se débarrasser de tous les nationalistes. Donc, il devait tuer tous les leaders de l'UPC. Sauf que ces gens, c'était des frères à lui. Il est resté, il a dit non, je ne peux pas tuer mes frères, ce sont mes frères.
parce qu'ils avaient des accords secrets. Et donc, pour cela, il a renoncé à prendre la présidence du Cameroun. Vous voyez, ça, c'est des choses qui ne sont pas sues dans toute l'opinion camerounaise, mais qu'on peut révéler aujourd'hui. Et d'ailleurs, pendant que l'UPC était dans le maquis, il y a l'une des femmes de Paul Sopopriso qui a servi de courrier, hein, qui passait, allait dans ce camp-là pour porter du courrier qui allait du côté de Sopopriso vers les gens au maquis et vice-versa. Donc, qui s'apportait de l'aide de cette manière. Nous devons faire évoluer notre mindset. Au Cameroun, aujourd'hui, on ne peut pas avoir des gens qui, à 72 ans, étaient arrivés au stade où c'est pas important d'où on vient. C'est que nous sommes tous Camerounais. On ne peut pas passer de ce stade à ce que nous sommes en train de faire là aujourd'hui. Moi, je ne vous compte pas le nombre de gens qui m'appellent. Oui, toi, tu es d'où? Toi, tu es de... Mais quel intérêt? L'important, c'est que quand j'ai Angèle, que je vois là, je peux lui dire, Mbolo, Angèle, hein? Quand j'ai, je sais pas moi, j'ai mon frère, mon frère de Banganté, je peux lui dire Kendigue. Et il sait que bon, voilà, on s'est compris. Hein? J'ai mon frère Eton, je peux lui dire Pamei, Ndongneya. Vous comprenez? Le Bassa, je vais dire Yandom Dila. Donc c'est ça le plus important aujourd'hui. Nous devons travailler notre mindset parce que à l'allure où vont les choses, je vous promets, même si on nous donne, nous sommes libres demain, on ne fera rien de cette liberté. On l'utilisera pour se détruire. Vous voyez même le débat sur la monnaie. Moi, personnellement, j'ai toujours eu des réserves. Je dis, ok, parce que tout le monde dit, oui, le CFA, il faut qu'on ait notre monnaie. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Le problème que nous avons aujourd'hui, ce sont nos mauvaises pratiques. Nos mauvaises pratiques font que même si on prend le dollar, là, on donne au Cameroun, bon, vous avez désormais le dollar, c'est votre monnaie, on n'en fera rien. Pourquoi? Parce que vous aurez une petite minorité, hein, conditionnée à l'idée que pour qu'ils jouissent, pour qu'ils soient heureux, il faut qu'il y ait une cour de gens qui sont malheureux, et donc ils vont confisquer tout pour eux. Donc la problématique n'est pas à ce niveau, la problématique au niveau de la mentalité. Il faut qu'on change nos façons de penser. Et pour ça, nous devons exhumer tous ces anciens-là qui nous ont montré le chemin. Je vous parle des gens qui avaient moins de 40 ans quand ils ont fait le sacrifice de leur vie. Ernest Wandier, il y a eu des tractations avec Aïdjo pour qu'il soit élargi. Donc il fallait qu'il s'excuse, qu'il demande, il a refusé. Donc ce type a accepté d'aller être mis au poteau à Bafoussa, sur la place publique, d'être fusillé, parce que, pour ne pas régner ses convictions, il a préféré qu'on le mette au poteau, qu'on le tue. Alors qu'il y a eu des tractations pour l'épargner de cette mort. Donc vous voyez des gens, on vous parle des années 50, ils en étaient là, on avait des Camerounais de ce niveau à l'époque. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous, entre-temps, nous avons voyagé, et c'est des gens qui n'ont même pas fait de super grandes études. Nous, on a voyagé, on a fait, on s'est frotté à tout type de savoir, on a profité de la démocratisation de l'accès au savoir, qui fait de nous, aujourd'hui, des gens qui savent des choses, mais au niveau mentalité, on est tout petit, Hein? Donc, vraiment, nous devons, c'est un devoir, toujours avoir en tête la mémoire de ces gens-là qui ont fait le sacrifice suprême pour notre pays. Ils n'étaient pas obligés. Vous savez, il y a un type qui m'a raconté et que, voilà, à un moment donné, Omiobé a été approché. Allez, c'est bien, Ruben, ton truc de nationaliste, d'indépendantiste, mais allez, tu vas laisser ça, nous on va te mettre bien, ta famille et toi et tout. Et puis il leur a répondu, bon, si moi je prends tout, et mes frères alors, et ils auront quoi? Donc voilà des gens qu'on a voulu corrompre à l'époque, qui n'ont pas accepté la corruption, et qui ont accepté de payer le prix de la mort. Vous savez, Omiobé, quand on l'a surpris dans le maquis, il avait été informé par des gens qui sont proches familièrement, qui faisaient de la voyance traditionnelle, que bon, il y avait déjà des traîtres qui avaient infiltré le mouvement. Et donc, mais comme il était pacifiste, et donc ces gens-là lui disaient, il faut dégager, il faut qu'il sorte du maquis avec nous,
parce que c'est eux qui vont montrer l'opposition. Mais Oumiobe, qui était pacifiste et qui croyait naïvement à ses idées, s'est dit, bon, c'est pas grave et tout, l'histoire un peu de Sankara, il comparerait. Il a dit, non, mais c'est pas grave, ce sont nos frères et tout, et c'est par ces gens qu'on est passé pour les liquider. Donc on a des héros, des super-héros. C'est des gens qui devraient être racontés dans des bandes dessinées, dans des films et tout. Et rassurez-vous, si leur mémoire est dans l'oubli, c'est pas par hasard, hein, c'est pas un hasard. C'est fait exprès parce que on ne veut pas que, si ça se sait, le rôle qu'ils ont joué, qu'il y ait beaucoup d'autres petits Camerounais, Ruben Oumiobe, Enas Ouandie, qui émergent. Donc il faut taire, hein, cette histoire-là, ce pan de l'histoire, l'image de ces gens-là, qu'on la garde dans l'ombre pour qu'on ait des pleutres, qu'on ait des danseurs de Papa Mbargangele, que ce soit ça, la représentation générale qu'on donne à voir aux nouvelles générations qui viennent. Vous comprenez un tout petit peu? Donc il y a un vrai travail à faire. Mais ce que je veux dire aussi, c'est très important de noter ça. Vous savez, Léopold Sédar Senghor, c'était le président sénégalais, le premier président du Sénégal, il a joué au jeu de la collaboration avec l'ancienne puissance coloniale. Vous savez, quand il est mort, ce qui s'est passé, il est mort, il y avait, je crois, Chirac et Jospin, les deux étaient Premier ministre et président de la République. Aucun d'eux n'a fait le déplacement pour ses obsèques. Donc, le prix, en fait, la récompense de la traîtrise, ces gens, ils ont du mépris pour des gens qui trahissent les leurs. Donc, ils vous utilisent le temps qu'ils peuvent vous utiliser. Et puis après, bon, ils vous jettent. Par contre, il y a un qui était un farouche combattant pour l'autonomisation des Noirs dans le monde, Aimé Césaire, hein, qui était tout le temps en frontal avec eux. Quand Aimé Césaire est décédé, vous avez vu toute la République française qui compte faire le déplacement en Martinique pour aller le célébrer. On peut prendre des exemples chez nous, là, ici au Cameroun. Regardez, André-Marie Mida, on lui a demandé de jouer le rôle de museler ses frères. C'est lui qui a interdit l'UPC. Mais comment est-il fini? C'est vrai que l'histoire n'est pas écrite d'une seule pièce. Mais si on retient que ce pan-là de l'histoire, comment finit-il? Il finit désavoué par ces gens qui n'ont pas eu de respect. Parce que voilà, on t'a utilisé contre les tiens. Et pour toi, tu n'es pas un mec fiable. Tu as trahi les tiens. Ça nous a profité, mais voilà. C'était pas un type qu'on peut valoriser. Regardez Amadou Ahidjo, qui s'est réveillé. Je dirais pas sur le tard, mais qui s'est réveillé qu'à un moment pour dire, mais non, je suis le président du Cameroun, je suis pas le président du Cameroun, on va développer notre pays, bien qu'on ait passé des accords, il a commencé à le faire, donc il est devenu têtu, et puis on s'est arrangé à le dégager. Mais regardez même lui. Hein? Vous pensez que son corps qui reste à Dakar, ce n'est qu'une volonté du président Biya? Il a peut-être sa part de volonté, mais il a aussi tenu. S'il avait les petits coups de pression de Paris, Abdou Diouf, le président du Sénégal, à l'époque où Ahidjo est mort là-bas, le raconte très bien. Il dit que quand Ahidjo est mort, il a appelé lui-même le directeur de cabinet du président Biya à l'époque pour dire, ben voilà, j'ai le corps, c'est votre frère et tout, qu'est-ce qu'on en fait? Il n'a jamais eu de réponse. Vous pensez que si Paris voulait vraiment, hein, vous avez remarqué que le président Biya, il ne rit aux éclats que quand il est avec ces gens-là. Hein? Dès qu'il est sorti de là, c'est le masque, c'est à peine s'il salue son premier ministre en le regardant, comprenez? Donc si ces gens avaient voulu qu'il y ait un autre destin au corps d'Ahidjo, il y aurait eu un autre destin au corps d'Ahidjo. Donc c'est pour vous dire que tous les gens qui sont dans la collaboration, ils ne sont pas respectés finalement par ses partenaires. La preuve, vous voyez, c'est pas nous qui avons... vous avez entendu parler d'un film où c'est Cameroun, l'autopsie, je sais pas moi quoi, où c'est d'un génocide. C'est un film français. Donc ils en sont à reconnaître encore des gens qui se sont illustrés de manière honorable chez nous. Voilà comment ça fonctionne. Donc nous ne devons pas reproduire les mêmes erreurs. Encore une fois, je viens de le redire, ne nous positionnons pas dans les batailles raciales et tout. Non, le monde d'aujourd'hui ne peut plus fonctionner de cette manière.
Il y a une humanité. Et tous les bouts d'humanité qui est appartiennent au patrimoine mondial. Parce qu'on a tous des intérêts, quelque part. Il y a un tel qui a acheté une maison là-bas, un tel... Donc, si vous vous dites que là-bas doit s'effondrer, mais ça va s'effondrer avec lui. Et vous-même, vous serez victime de dommages collatéraux. Vous comprenez un tout petit peu. Donc, il faut faire évoluer notre mindset. Je voulais donc rendre cet hommage aujourd'hui avec vous hein, à ce grand patriote, à cette grande légende-là, Ruben Oumiobe, hein, qui n'était pas un mec super... il n'a pas fait de super grandes études, mais alors quel type brillant. Quel type brillant. Quand je fais un parallèle avec ce que nous faisons aujourd'hui, notre génération. Les pleutres, là, hein, tous avec le doigt sur la petite couture du pantalon, là, hein, prêts à se coucher dès que ça souffle un tout petit peu fort et tout. Voilà. Hein. On a eu des ancêtres comme ça et nous, on est des petites couilles molles. Donc voilà, il fallait que je le dise. Bon, il y a Nicole qui dit les archives sont à l'INA Paris, mais ils ne veulent pas les ouvrir. Posons-nous les questions. Mais oui, tout vient d'être dit là. Et pourquoi ils vont ouvrir? Ils vont pas ouvrir les archives parce qu'ils savent ce que ça va. Le problème de l'Afrique aujourd'hui la guerre est cognitive. Le problème, c'est dans la tête, il y a un mindset qu'il faut revoir. Il faut que les Africaines sortent de ce cancer de la peur qu'on a si bien insufflé dans tous les précarés coloniaux. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui ose rien dire. Si je vous dis le nombre de gens qui m'écrivent, qui m'appellent, et qui s'étonnent de savoir que quand ils m'appellent en disant « Ah, tu es toujours en vie ?» Ils t'ont pas encore tué, mais vous vous rendez compte? Comment peut-on vivre de cette manière? En ayant la peur chevillée au corps, mais ça empêche toute initiative, toute prise d'initiative. Mais non, un être humain naît, et la vocation quand on est né, c'est qu'on va mourir. Mais il y a quoi de plus honorable que de mourir pour ce en quoi on croit? Il n'y a rien de plus honorable. Donc ils sont tous là, on nous a fabriqué une société de jouisseurs, hein, où tout le monde est préoccupé par je vais vivre, ah non vraiment, je veux voir mes enfants grandir. Mais dans quel pays? Dans quel pays? Donc vraiment, nous devons construire un nouveau Cameroun. Moi je suis optimiste et je vous le dis, qu'il va faire beau bientôt au Cameroun. La question même, si vous voulez, aujourd'hui, pour moi ne se pose plus là. La question c'est est-ce que le Camerounais d'après là, il va être à la hauteur? Et moi, je ne pense pas qu'il sera à la hauteur. C'est pour ça que la seule chose sur laquelle nous pouvons... Vous voyez, quand je dis ici qu'il faut un coup de force, les gens, oh oui, mais toi tu viens dire ça, et tout, et il faut être... Mais les gens ne comprennent pas. Vous pensez réellement qu'au niveau de désordre que nous avons dans notre pays aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Il y a plus de 8 mois en arrière, j'ai commencé ces communications. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Oh, il dit ça, alors que lui-même se sent... Tout ce que j'ai dit, vous voyez qui se produit aujourd'hui. Hein, c'est sorti là. Hein, tous les jours, vous avez un scandale. Oh, il y a une nièce qui est dans le faux, il y a un tel qui est... Tout ce que nous avions, tout ce dont nous avons parlé, c'est en train d'éclater au grand jour. Et tout. Donc, quelle société, quel Cameroun on va construire pour demain? On ne peut pas construire un Cameroun avec le niveau où nous sommes là, où on va venir dire, bon voilà, il y a un gentil petit président démocrate qui va être là, qui va dire, oh mais non, la liberté d'expression c'est sacré, il faut laisser les gens... Mais vous laissez qui s'exprimer? Il faut un système dirigiste fort. C'est pour ça que je parle tout le temps d'un coup de force. Parce que le coup de force, la finalité sera laquelle? La finalité sera de mettre tout le monde au pas. Ah oui, il n'y a pas de discussion. Vous pensez que Kagame, il a construit un Rwanda prospère en faisant des bisous à toutes les saletés qu'il y avait dans le pays? Mais non! Il a dit, ah mais comment se fait-il que j'ai 8000 églises qui me pompent l'énergie des gens dont j'ai besoin pour construire mon pays? Non, ça ne doit pas exister. Fermez-moi les bêtises. On les ferme. Nous, on fera quelque chose peut-être de beaucoup mieux que de fermer tous ces prêtres-là, pasteurs. On va les mettre dans une école spéciale où on va leur dire, on va réécrire maintenant leur Bible et compagnie, pour leur dire, bon voilà, les devoirs d'un bon chrétien doit travailler
au moins chaque jour 2 heures gratuitement pour son pays. Donc c'est ce que vous allez aller enseigner à vos fidèles désormais. Et s'il le faut, nous allons vous salarier, nous, en tant qu'État, puisque on a déjà un avantage, vous avez la main mise sur tous ces gens-là qui croient en vous, qui croient en tout ce que vous racontez. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on travaille. Oui, alors il y a quelqu'un qui dit qu'il a une question à poser. Oui, j'écoute la question. Il n'y a pas de problème. Nikon Gohenje dit si Angèle, à cause de leur standard pour nous museler. Alors Nicole, c'est pas possible. Quelqu'un dit ton direct attaqué, Morgan, ils ont enlevé mon commentaire obligatoirement. Ah, ça, je n'ai même pas vu. Mais on ne peut pas empêcher la vérité. Ça ne sert à rien. Vous savez, j'ai eu la chance, dans mon parcours, de rentrer dans les endroits qui comptent dans le monde entier. Et les gens peuvent faire tout ce qu'ils disent et tout. Moi, on me reconnaît toujours une qualité, c'est la constance dans ce que je fais. Parce que depuis que j'ai commencé à rentrer dans ces endroits, j'ai toujours tenu le même discours. Je leur ai toujours dit, ça ne marchera pas. Quand je leur disais, il y a 15-20 ans, allez investir en Afrique, et je voyais comment ils faisaient l'amour, en mode, lui, il est naïf, il croit comment investir, alors que le projet, c'est pas que ça se développe. Moi, je rigolais, parce que je savais qu'on allait arriver au niveau où on allait avoir une croissance qui balbutie. Une croissance qui ne dépassera pas les 2%. Pourquoi? Parce qu'on a tout construit. Qu'est-ce qui crée de la croissance? Ce qui crée de la croissance, c'est de l'activité. Et pour qu'il y ait de l'activité, il faut des opportunités. Donc maintenant, si vous avez construit toutes les autoroutes, vous avez construit des chemins de fer, tout ce qu'il faut et tout, bon, vos entreprises vont travailler à faire quoi? Il faut trouver des relais de croissance. Mais il faut être pas intelligent pour se dire, mais on a à 5000 km de nos côtes un endroit où il y a un nouveau monde à construire. Et ce nouveau monde à construire a besoin de quoi? Il a besoin d'une expertise, il a besoin du savoir-faire, des technologies que nous détenons. Et des sociétés qui sont là, des entreprises qui sont là, qui n'auront plus de travail bientôt. Donc ces entreprises-là, il faut simplement les déporter là-bas. Mais dans un esprit gagnant-gagnant. On ne peut pas continuer dans le truc où il y a une privatisation des profits et une mutualisation des pertes. Ça ne peut pas continuer à marcher de cette manière. Donc ce discours-là, je le tiens depuis au moins une quinzaine d'années aujourd'hui. Je leur dis partout où j'arrive. Au départ, ils me prenaient pour un gentil illuminé. Et qu'est-ce qui se passe? Je rigole quand je vois les carrefours aller en Afrique aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, déjà, je leur disais que, non, il faut aller. Mais ils disaient non, on va pas faire des radios, on va pas faire des médias. Je vois le point Afrique, le monde Afrique. À l'époque, déjà, je leur disais, c'est ce qu'il faut faire. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous sommes aujourd'hui dans une situation où on est obligé. Mais vraiment, alors, obligés d'évoluer ensemble. Sinon, on disparaîtra tous collectivement. Vous allez faire quoi? Vous voyez un mec qui a jamais nagé de sa vie, qui n'a jamais vu une piscine de ses yeux, mais qui prend le risque d'aller traverser la Méditerranée. Est-ce qu'il y a un symbole de désespoir plus fort? Et ces gens-là, vous pensez que ceux que vous voyez là, ils ne sont même pas représentatifs de la somme de gens désespérés qui sont en Afrique et qui vont se déverser sur les côtes européennes. Quand vous mettiez n'importe quelle barrière, ils vont se déverser. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire les conditions du bonheur sur les deux rives. En jetant un pont de lianes, c'est important, en jetant un pont de lianes sur cette Méditerranée. Parce que je vois, quand j'ai vu les délocalisations, les Danone allaient s'installer en Chine. La Chine, c'est loin pour vous. Venez en Afrique. Aidez à l'émergence d'une classe moyenne. Nous en avons besoin aujourd'hui. Aider à la formation et tout ce que vous voulez, ce sera profitable à tout le monde. Il n'y a pas de grand bonheur à être heureux tout seul. Ça, l'Europe doit le comprendre. Et tant qu'elle n'aura pas compris ça, elle sera dans ce qu'on appelle une phase d'atermoiement à répéter. Elle sera toujours dans cette phase d'atermoiement à répéter. Et nous, les Africains, nous devons savoir jouer notre part. Et là, on n'est pas prêt, quoi. On a un niveau de médiocrité, un manque d'exigence. Quand je vois, par exemple, des initiatives nouvelles qui naissent tous les jours en Afrique, et je vois, mais les gens sont à Shanghai, et puis nous, on est là encore à Obala, en Djongmebi. Mais non, il faut aller là.
Hein. L'Afrique, on ne peut pas s'en sortir sans des ressources humaines de qualité. Donc, laissez les petites jalousies, les petites haines auxquelles les uns et les autres sont biberonnés pour faire avec les plus méritants. Vous ne pouvez rien construire. L'Europe ne s'est pas construite avec les médiocres. L'Europe s'est construite parce qu'au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, on a des ambitions. Comment faire pour atteindre ces ambitions? Il nous faut des hommes de qualité. C'est qui les hommes de qualité? Ils n'ont pas choisi des gens parce qu'ils avaient la capacité d'aller en vacances avec eux. On s'en fout. On choisit ceux qui peuvent apporter quelque chose, hein, pour qu'on aille collectivement de l'avant. Voilà, les amis. Ruben Nyobe, un grand indépendantiste camerounais qui s'est sacrifié et qui a été tué alors qu'il avait la possibilité d'être un traître. On lui a offert plusieurs fois un pont d'or pour qu'il trahisse. Mais il a dit non, j'ai besoin d'un Camerounais. Et le Cameroun va être indépendant. Ça, ne vous en faites pas. On va aller à cette indépendance-là. Et nous, ce que nous prônons aujourd'hui, nous qui sommes des citoyens du monde, c'est que ça peut se faire sans casse pour X ou Y. Et donc pourquoi de manière intelligente on n'y va pas? Tout simplement, s'asseoir autour de la table. Vous avez besoin de quoi pour vos besoins? On a besoin de peut-être tant nombre de minéraux et tout et tout. Bon, ok, nous il en faut aussi tant, parce que pour construire le nucléaire civil chez nous, il nous en faut aussi tant, venez nous aider à construire. Et puis voilà, on crée un truc où tout le monde est content et puis on avance collectivement. Le problème que de nos parents européens, c'est qu'ils ne définissent pas le bonheur autrement que par l'hégémonie. C'est-à-dire qu'il faut des gens qui sont super. Et c'est ça qu'ils ont contaminé aux larbins qu'ils ont laissé en Afrique, à leurs larbins, à l'Africain. C'est-à-dire qu'ils leur ont appris. Regardez un pays comme le Cameroun. Voilà le niveau de souffrance. Mais la souffrance qui est au Cameroun n'est liée qu'à une seule chose, à la méchanceté de l'élite dirigeante. C'est pas autre chose. On vous dit que vous avez des gens qui font qui gagnent des milliards de francs tous les mois. Hein. Je prends un exemple. Vous avez le fils Biya Franck, fils du chef d'État. Vous avez déjà entendu un jour qu'il a financé même un simple championnat de vacances. Vous voulez que je vous dise combien de milliards il gagne au Cameroun tous les mois? Ça lui coûte quoi de dire, bon, allez, on va même mettre le système de dîmes. Donc, allez, 10% ou 15% de ce que j'ai, je vais le consacrer à faire des œuvres, à financer des enfants qui vont à Taïwan, à apprendre le génie informatique, à financer des carrières, les meilleurs élèves et tout et tout. Ça coûte quoi? Ça coûte rien. C'est juste la méchanceté. Pourquoi? Parce que c'est des gens à qui on enseigne. Le jour où ils rentrent dans la loge, on leur dit non, attention, vos frères, ce ne sont pas les autres. Vos seuls frères, c'est ceux qui sont dans la loge avec vous. Donc les autres peuvent crever. Et tout. Donc vous ne leur donnez jamais un seul rond et tout. Et donc on est dans cette situation que vous voyez aujourd'hui. C'est en fait lié tout simplement au fait à la pauvreté d'esprit des nôtres. Parce qu'au bout d'un moment, comme on dit en Côte d'Ivoire, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Donc même si c'est ce qu'on leur a enseigné, il faut qu'à un moment donné, quand même, que les uns et les autres s'asseyent et qu'on réfléchisse. Bon, voulez-vous qu'un pays comme le Cameroun, vous avez une chanteuse qui s'appelait Guéa Laroute, qui est décédée après une amputation de ses jambes. Il fallait quoi? Il fallait que 3 millions de francs pour la sauver. Et il n'y a eu personne de tous ces gens-là qui brassent de l'argent, qui piquent dans les caisses publiques. Il n'y a eu personne qui a trouvé 3 millions de francs pour aider cette dame. Au moment où elle a amputé les jambes, qu'elle décède, Madame Biya, première dame du Cameroun, pour un anniversaire à la con, fait venir un chanteur nigérian au Cameroun. Pour moi, j'ai rien contre. Hein. Moi, je suis africain dans ma tête. Je fais pas de différence entre Cameroun et les autres. Je suis pas dans les enclos coloniaux. Mais je vous dis juste pour que vous compreniez l'incohérence. Elle fait venir un chanteur qui a été payé 50 000 pour venir prester 1 heure de temps. 50 millions de francs, 75 000 euros pour venir prester 1 heure de temps. Ben, il n'a pas eu 3 millions. Hein. Par contre, la fête était publique. Hein. On a tous entendu, ouais, Ngueya souffre, ça ne va pas, il faut un peu d'argent, il faut... Il n'y a eu personne au Cameroun. Donc voilà, un peu, ça vous met pour que vous compreniez à qui nous avons affaire. On a affaire à des gens qui sont pauvres spirituellement. Et leur pauvreté spirituelle les disqualifie dans la conduite des affaires d'un pays comme le nôtre. Et je vous en parle
Ce sont mes gens. Euh, mais je joue pas dans ça, quoi. Je joue pas dans ça. Donc voilà, il va falloir qu'on s'élève tous collectivement, parce que si on ne s'élève pas collectivement, et ben, ce qui va se passer, c'est que on va crever, hein, comme des petites merdes. Vous avez bien vu ce qui se passe. Vous voyez, Blaise Compaoré, hein, il a joué à ce jeu-là, machin et tout, et puis il n'a même pas pu obtenir un visa pour venir se faire soigner en France, après avoir tué son frère Thomas Sankara pour faire plaisir à des gens, mener son pays de la manière dont il l'a mené pendant des années pour faire plaisir toujours à ces gens. Quelle est la récompense que ces gens lui ont donnée? C'est le mépris et l'humiliation. Donc c'est valable aussi pour nos gens du Cameroun. C'est vrai que eux, là-bas, j'ai comme l'impression qu'ils pensent qu'il y a une exceptionnalité camerounaise qui va les mettre à l'abri. Mais non. Nous, ce qu'on évite aujourd'hui, c'est qu'on ne veut pas demain d'avoir des cas où oh, on était pissé sur la tombe de tel. Il y a une déferlante de gens qui vont faire pipi sur la tombe de tel ancien président et tout. Parce que c'est ce qui va se passer. C'est pour éviter ça qu'on demande aux uns aux autres aujourd'hui de ramener un peu d'humilité et d'intelligence dans la façon de faire. On ne peut pas continuer de cette manière. Voilà. On n'est pas un héros en trahissant les siens. Hein? Vous voyez, on a un problème spirituel aujourd'hui. Un matin, on apprend que voilà, il y a un nouveau chef d'État, les Camerounais dans cet élan, dans cet enthousiasme et tout. Ils ont fait quoi? Ils ont dit, ah non, il est où le nouveau chef d'État? Allez, bénédiction. Tous les ancêtres du Cameroun, on l'a mené à gauche, à droite, pour dire, bon, allez, fiston, nous te donnons tout ce qu'il te faut comme pouvoir pour que tu réussisses. Quelle est la finalité? Qu'est-ce qu'il a fait de ce pouvoir, le président Biya? Rien. Il s'est servi de la bénédiction que les ancêtres lui ont donnée pour travailler contre son pays. Je comprends qu'il soit tenu par des deals. Je comprends ça. Mais on n'est pas obligé de tout faire parce qu'il y a des deals. On n'est pas obligé de tout faire parce qu'il y a des deals. Et donc vous pensez quoi? Qu'on peut faire de la fémania avec les ancêtres et s'en sortir? Non, il y aura un retour. Il faudra le gérer. Et justement, nous, on n'a pas le temps à perdre. On n'a pas envie de se retrouver là à gérer des trucs à la con quand il faudra reconstruire. Et c'est pour ça qu'on se dit, bon, évitons ça. Allons-y à l'essentiel maintenant, asseyons-nous. Et si on ne peut pas s'asseoir pour se dire les vérités, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Asseyons-nous, on se dit les vérités. Bon, ça n'a pas été brillant là. Comment on organise pour que ça devienne brillant? On fait avec tout le monde. On ne peut pas être dans un pays où on choisit les gens. Vous avez des tels, c'est eux qui sont toujours là. Vous avez un type qui est au gouvernement depuis 40 ans. Et puis, bilan nul. Il n'y a pas d'autres Camerounais. Voilà, les amis. Je voulais qu'on ait cette petite conversation. Donc, on retient Ruben Oumyabé, c'était le sujet d'aujourd'hui. Grand indépendantiste, il est décédé le 13 septembre 1958, donc il y a 2 jours. Ça faisait donc il était mort depuis 1958. Je voulais qu'on ait une pensée pour lui et pour ceux qui ne connaissent pas davantage, n'en savent pas davantage sur ce qui s'est passé à cette époque-là, documentez-vous. Regardez, il y a des documentaires comme Autopsie Cameroun, Autopsie, je sais pas, d'un génocide, un truc comme ça. Regardez sur YouTube, lisez et vous verrez, vous découvrirez beaucoup de choses. Merci à vous et que nos ancêtres veillent sur chacun d'entre nous. Excellente semaine. Moi, je vais repartir dans mes vacances. À bientôt. J'avais oublié notre mantra, on se quitte jamais sans ça. Il fera beau bientôt au Cameroun. Hoa.